Bonjour et bienvenue dans Next Gen Manufacturing Nexus. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un problème qui est au cœur de l'industrie moderne. C'est ce grand écart, ce fossé entre le monde parfait du design numérique et la réalité du monde physique qui, elle, est bien plus complexe et imprévisible. En gros, c'est le choc entre ce qu'on imagine sur un écran et ce qui se passe vraiment dans l'atelier. Et cette citation de Simtech Green Energy, elle tape pile dans le mille. Un design peut être fabricable sur le papier et pourtant échouer en production. C'est une phrase qui en dit long, n'est-ce pas? Ça nous montre que même un plan qui a reçu toutes les validations, tous les feux verts, eh bien, il peut complètement se planter une fois qu'il arrive sur la ligne de production. Alors, ça nous amène tout droit à la grande question. Qu'est-ce que nos super logiciels de CAO ne voient pas au juste? Qu'est-ce qui leur échappe? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble dans les minutes qui suivent. Allez, on commence. Première partie, le problème du design parfait. Regardez bien ce contraste, c'est frappant. D'un côté, on a le monde idéalisé de la CAO. Là, tout est parfait, la géométrie est nickel, il n'y a aucune variation, l'assemblage se fait en un clic. C'est un monde propre, prévisible, presque trop beau pour être vrai. Et de l'autre côté, eh bien, c'est la réalité du terrain. Les matériaux ne sont jamais parfaitement identiques, les outils s'usent, les réglages des machines bougent, et bien sûr, il y a le facteur humain. C'est le monde réel. Ok, alors pourquoi ces modèles numériques si parfaits échouent-ils? On va creuser un peu plus pour voir quelles sont ces fameuses complexités cachées qui rendent les modèles CAO insuffisants. C'est un peu comme la partie immergée de l'iceberg. On ne parle pas d'erreurs de design grossières, non. On parle de choses bien plus subtiles. L'accumulation des tolérances entre les différentes pièces, les difficultés à maintenir une pièce en place de manière répétable, les problèmes d'accès pour les outils, ce sont tous ces petits détails qui, mis bout à bout, créent de gros problèmes. Ce sont des comportements systèmes qui passent complètement sous le radar des analyses classiques. Et voilà, on arrive au point central. Avoir un design correct sur le papier, ça ne veut absolument pas dire qu'il sera robuste en production. C'est toute la différence. On peut avoir un plan qui ressemble à un château de cartes. En théorie, il est parfait, tout tient, mais au moindre coup de vent, à la moindre petite variation du monde réel, tout s'écroule. Bon, le constat est clair. La question, c'est comment on s'en sort? Eh bien, il existe une nouvelle approche vraiment intéressante, la solution modulaire hybride. L'idée, qui vient des travaux de l'équipe d'Olivier Kerbrat, est juste géniale. Imaginez une pièce très complexe, non pas comme un bloc unique, mais comme un puzzle en 3D. Et chaque morceau de ce puzzle, on va le fabriquer avec la méthode la plus intelligente pour lui. On sort du tout ou rien, tout en usinage ou tout en impression 3D. Non, là, on combine intelligemment les forces de chaque technologie. D'accord. Mais concrètement, comment ça fonctionne? Comment cette méthode fait pour, en quelque sorte, rendre la difficulté de fabrication visible? L'outil au cœur de tout ça, c'est l'indice de fabricabilité. C'est quoi? C'est tout simple. Un score de 0 à 1 qui est calculé directement à partir du modèle 3D et qui mesure à quel point une pièce va être difficile à fabriquer. Et le truc génial, c'est qu'on n'a pas besoin d'un plan de fabrication détaillé pour l'obtenir. C'est une note objective qu'on peut avoir très très tôt dans le processus. Alors la première étape, c'est de décomposer la pièce. Pour analyser la complexité zone par zone, le modèle est découpé en tout un tas de petites cellules cubiques. C'est une technique qui s'appelle la décomposition par octrie. Pour faire simple, c'est un peu comme si on pixelisait l'objet 3D pour pouvoir analyser chaque petit cube individuellement. Ça rend l'analyse beaucoup plus simple. Et le résultat de cette décomposition, il est super visuel, super parlant. On obtient une sorte de carte de chaleur de la difficulté. Et là, c'est immédiat. Le rouge, ce sont les zones galères, les plus compliquées. Le bleu, ce sont les zones faciles. D'un seul coup d'œil, on voit exactement où sont les points chauds, où ça va coincer. La théorie, c'est bien beau, mais est-ce que ça marche dans la vraie vie? Voyons ce que donne la méthode en action. On va prendre un cas d'étude bien concret, une matrice d'estampage pour l'industrie automobile. Une vraie pièce avec de vrais problèmes de production. Et là, regardez bien, l'analyse révèle un truc incroyable. Les zones qui sont super difficiles à usiner, celles en rouge à gauche, eh bien ce sont exactement les mêmes zones qui sont super faciles à faire en fabrication additive, en bleu à droite. C'est dingue, non? La faiblesse d'une technologie et la force de l'autre. C'est une complémentarité parfaite. Et donc, la solution devient évidente. On conçoit une pièce hybride. Le gros du corps, on l'usine, c'est le plus simple et le plus efficace. Par contre, toutes les petites poches complexes, celles qui étaient en rouge, on va les fabriquer avec la technologie additive et les intégrer. C'est vraiment le meilleur des deux mondes. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les résultats sont juste spectaculaires. Regardez le graphique. Cette approche hybride a fait s'effondrer les indices de difficulté. On parle de réduction de 51%, 94% et même 81% sur les points les plus critiques. C'est une amélioration énorme et surtout, elle est mesurable, quantifiable.
Alors, pour conclure, prenons un peu de hauteur. Qu'est-ce que tout ça change au fond? En fait, ça nous pousse vers un tout nouvel état d'esprit en matière de conception. Et cette phrase, elle résume tout. La fabricabilité n'est pas une case à cocher. C'est une capacité à prouver. Le but, ce n'est plus juste de dire « OK, c'est faisable » à la fin d'une réunion. Le but, c'est de prouver que la pièce peut être fabriquée de manière stable, répétable et efficace, jour après jour. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une idée à méditer. Et si la prochaine grande innovation, ce n'était pas un nouveau produit révolutionnaire, mais plutôt un nouveau partenariat, une nouvelle façon de travailler entre le monde du design et celui de la production? Un véritable nexus, justement, où le numérique et le physique arrêteraient de s'opposer pour enfin collaborer. Merci d'avoir suivi cette analyse.